Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine des sociétés consacré à la réflexion et aux analyses. Les Atex s'expriment. Les Atex s'expriment, c'est cette magazine qui vous informe et qui vous édifie avec les avis de différents acteurs. Et pour ce nouveau numéro, nous avons le privilège de recevoir pour vous sur ce plateau M. Steve Kabassele, qui est un acteur politique. C'est avec lui que nous allons échanger autour de ce sujet qui est très bruyant et qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Il s'agit des dialogues. La tenue des dialogues en RDC pour la paix, est-ce une opportunité ou une nécessité? Bonjour, M. Steve Kabassele. Bonjour, chers journalistes. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Bonjour à l'autorité morale de mon parti, l'honorable Ntingi Pouloulou. Bonjour à tous les serviteurs qui sont disséminés partout dans le monde. Je suis très heureux d'être votre invité de cet après-midi. Merci beaucoup. Monsieur Steve Kabassele, depuis la session de la République du Congo à l'indépendance, elle a connu toute une panoplie de dialogues, plus de 50, et la guerre dans les deux Kivu n'est pas la seule. Il y a les guerres de Moba, de 80 jours, pour ne citer que cela. Et l'opposition non armée et la CNQ, le CC, ne tergiversent pas, ils tiennent toujours à l'organisation des dialogues. Est-ce que c'est pour quelle finalité ou quelle opportunité? Vous savez, ce que la population attend de nous, c'est l'idéal. L'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est le social des Congolais. L'idéal, c'est la sécurité, parce que s'il y a la sécurité, vous verrez, n'est-ce pas, les investisseurs qui viendront pour installer leurs entreprises ici, ces entreprises qui vont donner de l'emploi aux Congolais. Et s'il faut s'interroger, vous venez de parler de plusieurs dialogues organisés dans ces pays. Depuis 1960, quels ont été les résultats de tous ces dialogues? Le tout récent, c'est le dialogue de la Saint-Sylvestre qui avait pour objectif de mettre fin à la crise, n'est-ce pas, de légitimité qui régnait en 2016 avec l'ancien président de la République, comment il s'appelait encore, Joseph Kabila, qui était déjà fin mandat en 2016 et il pensait comment est-ce qu'il fallait créer les voies et moyens pour, n'est-ce pas, sortir par la grande porte. Il a fallu organiser les dialogues à la Saint-Sylvestre. Et en ces moments-là, il y a la CENCO seule. Il n'avait pas de partenaires. Il n'y avait que la CENCO. Mais au finish de ces dialogues, il y aura débauchage. Au lieu de créer la paix à l'issue de ces dialogues, le dialogue va encore engendrer une crise. Ouais. Il y a au sein de l'IDPS où on estime que c'est Valentin Moubake qui devrait être Premier ministre. Ouais. Il y a les autres qui estiment que ça devrait être l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais c'est quelqu'un qui était en prison, Bruno Tshibala, qui sort de la prison et il devient Premier ministre. Donc c'était la volonté du président de l'époque. Ouais. Vous vous souviendrez qu'à l'issue de ces assises, la CENCO va réaliser les travaux à la hauteur de 98%, ouais, pour estimer que les 2% restants, c'était à la charge de l'ancien président de la République, ouais, Joseph Kabila. Et c'est à ce stade que Joseph Kabila a estimé faire le choix d'un Premier ministre. Certainement, le poste revenait à l'opposition, ouais, mais il a fait le choix de Bruno Tshibala. Est-ce que ça a résolu le problème? J'ai dit non. Certainement, on a connu des élections, mais est-ce que ça a mis fin à la crise sociale? Est-ce que ça a mis fin à la crise sécuritaire? J'ai dit non. Pour la crise de l'Est, il faut ici souligner une chose, qu'il n'existe pas une crise politique aujourd'hui en RDC. Ouais. S'il y a une crise, on fait face à la crise sécuritaire. Il faut se poser des questions. Qui nous agresse? Qui fait la guerre à l'Est de la RDC? C'est ça les grandes questions qu'il faut se poser. Par moment, on a peut-être l'audace de faire l'ironie de la réalité, tout en sachant que ce qu'on est en train de chercher, ce n'est pas ça la réalité. C'est lui qui nous fait la guerre, c'est le Rwanda. Certainement, hier, son président n'était pas capable de dire la vérité à la face, ou dire la vérité à l'opinion nationale ou l'opinion internationale, que c'était lui qui faisait la guerre à la RDC. Pourquoi il fait la guerre à la RDC? C'est pour, n'est-ce pas, piller nos ressources minérales. Et il a fallu que le président de la République et son gouvernement, à travers Madame la ministre des Affaires étrangères, faire des balais diplomatiques, n'est-ce pas, convaincre
les Occidentaux qui sont considérés comme étant les puissances sur le plan mondial. Et aujourd'hui, la donne a changé sur le plan international. Okay. Le président Kagame est asphyxié sur le plan international, son économie est asphyxiée, et il avait l'audace de dire A sur le plan international et être écouté. Mais aujourd'hui, même l'Union européenne, et comment on appelle l'Union européenne, qui finançait les Rwandais sous prétexte que les Rwandais et au Mozambique en train de protéger le pétrole de la France. Oui. Et c'est l'Union européenne aujourd'hui qui sanctionne, n'est-ce pas, les dignitaires du Rwanda, les dignitaires de la FCM 23, l'Union africaine qui avait, n'est-ce pas, à chaque fois, n'est-ce pas, cette attitude de voir comme si tout valait bien à la partie est de la RDC. Aujourd'hui, l'Union africaine a pondu un communiqué plutôt lorsque le Rwanda, à travers ses supplétifs du M23 et AFC, ont revendiqué le bombardement de l'aéroport de Kisangani. Ce que l'Union africaine ne pouvait pas faire hier. Ouais. Donc, ce sont des fruits de la diplomatie menée par le président de la République. Et parler du dialogue, les Congolais sont appelés de parler. Hein, on peut parler à tout moment. Vous vous souviendrez de ce qu'on appelait l'arbre à palabres africain. Ouais. Donc c'est à travers les dialogues que les Congolais peuvent trouver des compromis, trouver des solutions aux problèmes qui rongent, n'est-ce pas, la société. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'on a déjà connu comme dialogue. Ouais. Qu'est-ce que ça a apporté à la République? Okay. C'est ça la grande question. Okay. Qu'est-ce que ça a apporté à la République? On a connu tant de dialogues, mais au finish, ce sont des individus qui se sont retrouvés. Ok. Et maintenant, est-ce que, selon vous, vous êtes un acteur politique, est-ce que c'est vrai, beaucoup de membres de l'opposition non armée brandissent la Constitution comme étant, donnant la possibilité qu'il y ait la tenue des dialogues? Est-ce que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, est habilité à chaque fois qu'il y a crise dans son pays de pouvoir organiser les dialogues? Je vais ici, avant de répondre à votre question, préciser une chose, que je ne suis pas juriste plutôt, ouais. Mais je doute fort que dans cette constitution, ouais. Du préambule, au dernier article, ouais. Qu'il y ait un article qui prévoit les dialogues, que ces dialogues doivent être pilotés par la CENCO, les CC. Non, ça n'existe pas. Si le président de la République peut convoquer les dialogues, c'est conformément à l'article 69, où on dit le président de la République est le chef de l'État. Il représente les symboles de l'unité nationale. C'est au nom de cette unité nationale que le président peut juger bon pour créer la cohésion nationale, appeler les Congolais à se mettre sur la table, réfléchir sur les problèmes qui rongent la République, proposer des pistes et des solutions, surtout relatives aux réformes dans différents secteurs de la vie nationale. Et dire que le président de la République a l'obligation de convoquer les dialogues, c'est faux. Nulle part on le dit dans la Constitution. C'est faux et archi faux. Tous les dialogues qu'on a connus dans ces pays, tous ces dialogues ont toujours été la conséquence de l'illégitimité. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un chef de l'État qui est légitime et légal. Vous vous souviendrez que à l'issue des élections de 2023, le président de la République a été proclamé, n'est-ce pas? Donc il a gagné les élections avec un pourcentage très élevé, 73, quelque chose comme ça, des pourcentages. Okay? Donc, il a été porté par la population. Certainement, en démocratie, il n'y a pas ce qu'on appelle l'unanimité. Oui. On ne peut pas dire que non, j'ai été voté à 100%. Non, ça n'existait pas. Bien que je vois au Rwanda, où il n'y a pas la démocratie, où il n'y a pas l'opposition, Kagame est élu président avec 98%. Donc, c'est absurde. Le président de la République a été élu à 73, quelque chose comme ça, des pourcentages. Ouais. Donc, il a la légitimité du peuple congolais. Raison pour laquelle vous allez voir que depuis que cette guerre a commencé, cette guerre n'a pas l'accompagnement de la population congolaise. Ouais, certainement.
Voyez seulement, avec la mort du porte-parole militaire du M23, M. Willingoma, voyez comment est-ce que la population était en liesse hier. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Donc ça prouve à suffisance qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe à l'est de la RDC. Il y a le pacte républicain qui a été signé à Sand City en 2002 que vous ne pouvez plus accéder au pouvoir par voie machiavélique, c'est-à-dire par voie des armes. Mais ce sont les mêmes personnes qu'on a considérées hier comme étant les parrains, n'est-ce pas, de cette pacification du pays. Okay. Ce sont eux qui sont en train de violer même cette constitution promulguée par eux-mêmes. C'est très grave. Depuis que le monde est monde, qu'on voit un ancien président de la République qui va, n'est-ce pas, en connivence avec un autre État, créer une guerre artificielle pour tuer les Congolais. Et les faits aujourd'hui donnent raison à l'honorable Ntingi Pouloulou qui hier était porteur d'une loi portant, n'est-ce pas, la loi sur la nationalité des pères et des mères. Okay. Parce qu'un vrai Congolais, je ne pense pas qu'il y ait un Congolais qui peut accepter, en dépit des intérêts, je ne sais pas moi, quoi, peut accepter, n'est-ce pas, engager les pays dans une voie où on va connaître le bain de sang. Je ne pense pas. Mais les Congos les a tout donné. Les Congos les a tout donné. Les Congolais en 2001, les acteurs politiques de 2001, s'il faut faire une étude comparative, la vie qu'ils avaient en 2001 et la vie qu'ils ont aujourd'hui, ils ont progressé, mais la population a régressé. Oui, lamentable. Mais au-delà de la régression sociale, économique, que connaît notre pays, que connaît la population congolaise, mais vous les amenez encore, n'est-ce pas, dans les tueries, dans l'insécurité. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Et je pense que ici, nous sommes face à une guerre qui a plusieurs objectifs. Lorsque vous posez la question à Corneille Nangaa, pourquoi vous faites la guerre à l'Est? Il vous dira, non, on m'a ravi mon carré minier. Il vous dira, nous faisons la guerre parce qu'il y a Tshisekedi qui est usurpateur, parce qu'il y a un Tshisekedi qui a installé la tyrannie. C'est ça sa réponse. Lorsque vous posez la question à Kagame, pourquoi vous faites la guerre à l'Est, il vous dira que je suis en train de protéger une minorité Tutsi qui vivent au Congo, qui sont marginalisés. Pendant que dans notre pays, on n'a pas de communautés dans notre pays. Ouais. On a des tribus et des ethnies. Ouais. Lorsque vous regardez, ou lorsque vous lisez les 450 ethnies, on ne vous dira pas qu'il y a une communauté ou je ne sais pas moi. Pour ne pas tomber dans ces pièges. Je préfère taire les noms. Ok? Yeah. Donc il vous dira que je suis en train de protéger cette minorité. Au-delà de ça, j'ai placé des mesures défensives contre les FDLR qui n'existent pas. Qu'on nous dise depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils sont à l'Est, combien des FDLR qu'ils ont arrêtés parce que ce sont eux qui contrôlent. Ouais. Ils ont arrêté combien des FDLR? 0. Jusqu'à ces jours. Et aujourd'hui, il nous dit que non, si nous sommes là, c'est pour réclamer nos terres. Donc, Kagame fait la guerre au Congo pour réclamer les terres. Donc, la partie Est pour le Rwanda, c'est une partie qui revient au Rwanda. Mais je me pose la question. Donc, vous comprenez qu'il y a un Corneille Nangaa dont les objectifs sont autres. Il y a Kagame dont les objectifs sont autres. L'opposition non armée. On pose la question à Jean-Marc Kabound sur TV5. Pourquoi les M23 ont pris les armes? Il vous dit que les M23 ont pris les armes parce qu'il y a la mauvaise gouvernance installée au Congo. On pose la question à Moïse Katumbi, c'est pareil, ils combattent parce que donc, la présence du M23 est justifiée par la mauvaise gouvernance au Congo. Mais je me dis, on est où? Finalement, on va croire à qui? On croit au pantin ou on croit au maître?
Parce que le maître réclame les terres. C'est-à-dire, le maître est dans la logique de la balkanisation de notre pays. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque vous allez au Rwanda, on est en train d'inculquer, d'enseigner leurs enfants. Même si Kagame n'est pas aujourd'hui, on est en train d'enseigner à leurs enfants que la partie est de la RDC appartient au Rwanda. Même si Kagame n'est pas là aujourd'hui, 10 ans, 20 ans après, il y aura un autre Kagame qui va naître au Rwanda. Parce que dans sa tête, il sait que ce sont nos terres. Les terres appartiennent au Rwanda. Sous prétexte que pendant la conférence de Berlin, le Rwanda estime que le partage des terres n'était pas équitable. Comment il a su? Parce qu'il y a sa mère qui l'a raconté ça. Et sa mère a été aussi près d'un ancien Mwami, une reine, parce que le Rwanda dans les temps, ce n'était pas un État. Le Rwanda, c'était juste un royaume, un petit royaume. Lorsqu'il y a eu des divergences entre la Belgique et l'Allemagne, la Belgique va décider de prendre la force publique dans les temps pour envahir le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, chasser l'Allemagne. La Belgique va contrôler cette partie. Donc, vous avez vu, lorsque Kagame a fait sa sortie médiatique, le roi de la Belgique lui a répondu. Intervenu directement. Pour balayer toutes ces allégations. Donc, c'est-à-dire, ici, lorsqu'on n'est pas en mesure de bien identifier les problèmes, pensez-vous qu'à travers les dialogues où nous irons avec comme objectif le partage du pouvoir, parce que ça ne répond même pas aux vrais problèmes. On nous parle toujours des causes profondes. Quelles sont ces causes profondes? Dont les uns parlent de la mauvaise gouvernance, et celui qui est en train de parrainer cette guerre parle de la quête des terres. Vous comprenez que nous allons nous retrouver sur la table en tant que Congolais. Oui, créer l'unité nationale, créer un bloc contre l'ennemi, je suis d'accord avec ça. Mais venir sur la table, parler, et puis au finish, il y aura l'opposition qui viendra avec un cahier de charges pour dire que non, nous avons droit à la primature. Nous devons co-gérer. Et le dialogue va encore susciter une nouvelle crise au sein de l'opposition. Comment ça? Parce que nous serons là, peut-être, on dit, bon, ces assises vont prendre peut-être 2 semaines, parce que c'est l'État qui prend en charge. Ouais. Ça sera aux frais du trésor public. Ouais. 2 semaines, par exemple, mais l'opposition sera là en train de tergiverser. Qui sera le leader de l'opposition? Joseph Kabila dira, c'est moi le leader. C'est moi qui ai misé avec les moyens. Déjà, il y aura vraiment une crise au sein de l'opposition parce que Martin Fayulu se dira, c'est moi le leader de l'opposition, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kaboun, et qui sera le leader de l'opposition? Parce que la loi prévoit qu'il y ait un interlocuteur, un porte-parole de l'opposition. Oui. Mais qui est le porte-parole de l'opposition aujourd'hui? Ils sont en débandade, il n'y a pas un porte-parole. Tout à fait. Et quand ils seront sur la table, nous allons perdre le temps inutilement comme ça, en train d'attendre que les opposants choisissent un leader qui sera premier ministre. Et dans notre temps, c'est la population qui coupe, c'est dans la misère. Et quelle sera la part de la population dans tout ça? Quelle sera la part de la population? Rien du tout. Et le président aussi, peut-être qu'il n'est pas en train de tirer les choses en longueur à son avantage, parce que, comme je me rappelle lors de la réunion de l'Union sacrée, il avait dit que s'il y aura dialogue, c'est à sa propre initiative. Et étant les garants des bons fonctionnements des institutions, ne voyez-vous pas que le président de la République est en train de tirer les choses en longueur, comme a fait son prédécesseur, arrivé vers, je crois, 1 année ou 2 ans de son mandat, organiser les élections maintenant pour glisser? Non. Le président de la République a compris c'est quoi les vrais problèmes, quelles sont les causes de cette guerre. C'est pourquoi il s'est orienté vers les solutions qui iront droit vers le vrai problème de la guerre de l'Est. Après avoir trouvé la solution, il reviendra sur l'agenda de la CNPCC. Mais c'est un président qui est légitime et légal. C'est un président qui est légitime. S'il est là, c'est parce que la population a voulu qu'il soit là. Écoutez, nous sommes en 2001. Joseph Kabila prend le pouvoir lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est assassiné par la RCD. Pourquoi la RCD a fait la guerre
à Mouzé? Tout simplement parce qu'on pensait qu'on a placé Mouzé là, il va répondre au dictat du Rwanda. Et lorsque le sursaut patriotique, n'est-ce pas, sort du musée, il dit niet au Rwanda, on a manigancé toutes les possibilités pour l'assassiner. Ils ont réussi leur coup. Il est parti. Joseph Kabila prend le pouvoir. Il s'est dit, bon, je vais pacifier les pays, je vais unifier les pays, avec, n'est-ce pas, la bénédiction de la Belgique, l'ancien ambassadeur de l'Union européenne plutôt, il s'appelle encore Louis Michel. Nous sommes allés à San City. Il y a les MLC, il y a les RCD, il y a l'opposition non armée. On va se retrouver sur la table. D'ailleurs, au cours de ces dialogues, on va rouler l'IDPS. On va créer Zaïd Ngoma, n'est-ce pas? On crée Zaïd Ngoma à la place de Tchen Tshisekedi qui était le vrai opposant à cette époque non armée. Okay. On prend quelqu'un qui venait, je ne sais pas moi, de la Belgique ou de la France, on crée un leader de l'opposition, Zaïd Ngoma. C'est déjà la crise qui commence. C'est l'IDPS va combattre cela jusqu'à combattre même comment on appelle ça, l'élection du référendum de la Constitution. Ouais. Tout commence de là. Ouais. Donc les dialogues créent encore une crise. Okay. On va se partager le pouvoir. Il y a brassage. On va prendre les militaires du FPR, les Rwandais. Moutebossi. On va bombarder colonel ici au Congo. Sergent au Rwanda. Kunda Batouari, sergent au Rwanda. Il sera bombardé général ici au Congo. Et ce sont eux qui vont encore commencer avec la guerre. Et je me rappelle, James Kabarebe, c'est lui qui était chef d'état-major général. Bon, James Kabarebe était chef d'état-major lorsqu'ils sont venus avec l'AFDEL. Donc après avoir retourné au Rwanda, il n'est plus revenu. Mais ils vont utiliser leur pantin. Il y a Kunda Batouari qui va nous faire la guerre avec les CNDP. Oui, en 2012. Avec les CNDP, on va aller au dialogue à Arusha. Ouais. Où l'ancien ministre des Affaires étrangères, comment il s'appelle encore, Raymond Tshibanda, va hypothéquer la République. En acceptant un accord. Il y a l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, qui va lui poser la question, vous acceptez de signer ce genre d'accord? À 3 reprises. Il avait répondu. Donnez 40% de vos ressources à un pays étranger. On lui avait envoyé. Les contrôles de toutes les institutions de la République à un pays étranger. Mais M. Kabassé, mais il était un envoyé. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il allait faire? Quand vous êtes animé par ces sursauts patriotiques, quand vous êtes congolais, vous ne pouvez pas accepter l'ordre mal donné. Ils ont hypothéqué les pays. Mais ça vient en dépit. Mais en dépit de cela, mais il y a eu la guerre en 2012. Ouais. Goma va tomber pendant 10 jours. Il a fallu que le président Obama intervienne en appelant Kagame de faire appel à ses troupes, de se retirer de Goma. En dépit de tout ce qu'on a donné, Tshisekedi arrive au pouvoir, il s'est dit non, nous avons le Rwanda comme étant pays voisin, nous sommes appelés de vivre ensemble. On ne va pas déplacer le Rwanda ni la RDC, nous sommes appelés de vivre ensemble. Il va créer la cohabitation frontalière. En dépit de sa bonne foi, il a été trahi. Il a même signé des accords économiques avec le Rwanda. Juste pour trouver la paix à la partie Est. Kagame, dans sa logique, il a fallu que Tshisekedi puisse continuer avec le respect, n'est-ce pas, des accords signés, les accords bidons signés en 2009. Avant de nommer un ministre ici, il faut demander l'accord de Kagame. Avant de nommer un chef d'état-major ici, il faut demander l'accord de Kagame. Avant d'être nommé ici, si Kagame dit oui, ok, vous passez. On était comme sous-colonisé encore. Tout à fait. Bon, donc, en plein 21e siècle, il y a un petit pays comme le Rwanda qui colonise la RDC. Mais ce sont les politiciens. Mais ce sont les politiciens qui ont mené les Congolais à toutes ces... Absolument, ce sont les Congolais qui ont mis les pays à genoux, ce sont eux qui continuent à mettre les pays à genoux. Qui financent l'insécurité? Ce sont des acteurs politiques. L'histoire des Mobundo, ce sont des acteurs politiques. On crée des crises artificielles tout simplement pour justifier la tenue du dialogue. Oui, les Congolais doivent se parler. Mais nous allons parler pour quelle fin? Quelle sera la part de la population? Au finish, à l'issue du dialogue, ceux qui n'ont pas d'emploi auront d'emploi. Les prix des biens et services seront améliorés sur les marchés, le pouvoir d'achat des populations. Non. Il y aura diversification de l'économie nationale. Non.
parce qu'il y a dialogue, il y aura les investisseurs qui viendront. Non. D'ailleurs, Kagame vous a dit que qu'il y ait dialogue ou pas, moi je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, mon problème, ce sont les terres. Donc, Nanga vient, Bissimoa vient, vous êtes sur la table, vous parlez, Kagame va créer d'autres personnes. Parce qu'à l'issue de ces dialogues, ce n'est pas tout le monde qui va se retrouver. S'il faut faire le partage du pouvoir, on a combien de postes ministériels? À la limite, on peut avoir 50 postes ministériels. J'ai toujours combattu cette façon de faire. On peut avoir au moins 30 postes ministériels dans ces pays. Moi, mon oncle, fils ministre des Finances dans ces pays, ministre des Finances et budget. Au même moment, lui, c'est pendant le régime du maréchal Mobutu. Mais pourquoi saucissonner tous ces postes ministériels? Tout simplement pour faire plaisir aux gens, aux acteurs politiques. En dépit de cela, c'est qu'ils ne vont pas se retrouver. Ils vont encore rentrer. Ils vont encore rentrer là-bas. Il y aura encore M24, M25. Donc, vous comprenez, le vrai problème sont connus. Il faut couper les cordons entre ceux qui financent et celui qui reçoit les financements. C'est les Rwanda. Donc, aussi longtemps on n'a pas encore coupé le cordon, donc on ne va pas faire bien ce pays. Le président de la République est en train de faire cela. Aujourd'hui, le Rwanda a un problème avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui avait signé des accords avec le Rwanda pour recevoir les sinistrés, comment on appelle ça, les immigrés. Oui. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. C'est le fruit de la diplomatie, Tshisekedi. Aujourd'hui, l'Union européenne qui finançait le Rwanda, qui est au Mozambique pour protéger les pétroles de la France, aujourd'hui, ils ont des problèmes. Les États-Unis, pareil. On a toujours dit, on a toujours présenté Kagame comme étant un bon élève des Occidentaux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Certainement, il fait la tête parce que les accords signés dictent les retraits immédiates des forces rwandaises sur le sol congolais. On ne voit pas son effectivité sur le terrain. Absolument. Donc, il est en train de faire la tête. Il est en train de faire la tête. Certainement, on évolue parce que les États-Unis ne badinent pas. Il y a un accord économique qui a été signé avec le Congo. Il faut qu'il y ait des investisseurs privés américains qui doivent installer leurs entreprises à la partie est de la RDC. D'ailleurs, là où M. Willingoma a été tué à Rubaya, c'est d'ailleurs un site stratégique où il y a des minerais que les États-Unis visent à installer, n'est-ce pas, ces entreprises là-bas. Et voyez-vous, les États-Unis badinaient avec le Rwanda, badinaient avec Paul Kagame. Paul Kagame, sans son déclin déjà, il est là, il essaie. D'ailleurs, ceux qui sont là, comment un officier militaire, durant du général des forces armées, comment les chefs d'état-major d'une rébellion comme Makenga et puis son colonel Willingoma, qu'est-ce qu'ils vont aller à 3 h du matin dans un site minier faire quoi? C'est-à-dire, ils sont en train de créer déjà des réserves. Lorsque nous aurons le temps de partir, nous devons partir avec certains minéraux, créer déjà des réserves stratégiques pour assurer notre survie. Ils sont dans cette logique-là. Et les forces armées, les Wazalendo, que je salue, leur bravoure, ne dorment pas. Ils sont en train de se battre pour mettre fin à la guerre de l'Est qui a tant perduré. Et je pense que le Congo sera gagnant dans cette histoire. Et si peut-être que le président de la République arrivait à organiser les dialogues, maintenant la population se demande maintenant quel sera le sort de ceux qui ont massacré, violé, touché les armes pour leur propre pays. C'est ça le problème. Lorsque le président a dit que je suis pour les dialogues, mais il a posé un certain nombre de conditions. Parmi les conditions, il y a la question de la justice. C'est-à-dire, la justice doit faire son cours normal. De ceux qui étaient condamnés, ils sont condamnés. Il n'y aura pas de lavement, il n'y aura pas d'amnistie. Ils doivent subir leur peine. Il n'y aura pas d'amnistie. C'est ça leur logique. Comme ça a été le cas hier. D'ailleurs, lorsque vous faites marche en arrière, à Nairobi, il y avait déjà un accord qui a été signé. Ouais. On avait proposé un programme de désarmement, de démobilisation, la réinsertion communautaire de tous ces combattants. Les M23 avaient dit non, nous ne sommes pas les groupes armés, nous ne faisons pas partie des groupes armés. Nous sommes une rébellion qui veut renverser les régimes. Mais fort malheureusement, sur le terrain, ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils nous ont promis qu'au mois de juin 2025, ils seront ici à Kinshasa. Ce n'est plus le cas. Et donc la carte a changé, mais il faudrait aussi savoir que Paul Kagame ne travaille pas pour le Congo, il travaille pour le Rwanda. Ce qu'il a placé là-bas, les Bissimois, les Nanga, ce sont des pantins qu'il a placés tout simplement pour légitimer ses actions.
Quand la communauté internationale soulève la voix, qu'est-ce qu'ils se disent? Non, ce qui se passe au Congo, c'est un problème congolo-congolais. Ce n'est pas un problème du Rwanda. Donc il a fallu attendre les années pour que le Rwanda accepte qu'il est au Congo, qu'il est en train de massacrer les Congolais. Donc je pense que j'ai toujours été pour le dialogue. D'ailleurs, nous, au sein du parti, nous avons prévu la création d'un département qu'on appelle département psychologique. Ces départements a 4 directions. Parmi ces 4 directions, il y a une direction que nous prévoyons comme direction de paix et réconciliation. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une institution qui est là pour régler des conflits sécuritaires, des conflits communautaires, comme ce qui s'est passé à Kananga avec les Kamouina Sapou. Ouais. Ce sont des conflits de terre, certainement. Il y avait les régimes passés qui créaient ces histoires d'une manière artificielle. On prend le vrai chef coutumier, on le tue, on place quelqu'un d'autre et ça crée ces genres de conflits. Et nous prévoyons une institution qui sera là pour régler ces genres de conflits. Pensez-vous que ça va marcher? Oui, ça va marcher. Ça va marcher. Parce que lorsque on pense faire bien des choses, on a une vision, on sait par où commencer et je vous assure que ça va marcher. Quelles sont les assurances qui vous disent que ça va marcher? Écoutez, lorsque vous savez déjà pourquoi il y a des conflits, par exemple les conflits communautaires, la plupart des cas, ce sont des conflits de terre. Ouais. C'est le cas avec les Mobondo. Avec les Mobondo, il y avait un conflit réglé par Jean-Pierre Bemba dans les temps, les EMA et je crois une autre tribu là, quelque chose comme ça. Mais ce sont des conflits de terre. Mais il y a un ministère des Affaires foncières qui s'est délimité, n'est-ce pas? Le champ d'action de chaque, n'est-ce pas, chaque tribu, chaque royauté, ainsi de suite. Lorsque les choses sont bien faites, vous allez bien les faire. Ouais. Au-delà de cette direction, nous avons prévu une direction de lutte contre la corruption. Au-delà de ça, il y a une direction de tête des grandes valeurs où on estime que c'est dans cette institution où on a, n'est-ce pas, en quelque sorte, un dialogue technique, un dialogue des technocrates. Où on va sur la table, il y a des techniciens qui viennent discuter sur les réformes. Les techniciens sur les questions de la justice, les techniciens sur les questions de l'économie, les techniciens sur les questions de l'urbanisme. Aujourd'hui, on a un problème d'érosion ici à Kinshasa. Comment faire pour sortir de ces gouffres? Donc, on a besoin des techniciens, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des architectes. C'est dans cette direction. On ne peut pas à chaque fois attendre le problème pour chercher comment trouver des solutions. Mais il y a déjà des préalables, il y a déjà des personnalités qui sont là, qui attendent les problèmes arriver pour les régler. Au lieu d'attendre les problèmes et trouver maintenant qui vont les régler. C'est à travers cette direction-là des têtes des grandes valeurs. Donc, au-delà de ça, j'ai parlé de la lutte contre la corruption et puis la direction des biens mal acquis. C'est tout ça. Je me rappelle. On vous nomme ministre, on vous nomme, je ne sais pas moi, à la fin de votre mandat, vous réclamez des indemnités auprès de l'État, le trésor public vous prend en charge et vous prenez, même la moquette, vous partez avec. Le véhicule de l'État. Mais c'est l'impunité qu'on a trouvée. Mais tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi, pour arriver au développement, il y a une méthodologie que propose les partis Ligue des serviteurs. Les partis Ligue des serviteurs proposent cette méthodologie qui va, n'est-ce pas, de la justice, ok, la vraie justice. Et cette justice doit répondre aux 3C tirés du triangle du physicien Tsingi Pouloulou honorable. Les 3C veut dire quoi? Le premier C, c'est les commandements. Il y a un président de la République qui est élu au suffrage universel. Il a une vision, il donne l'impulsion. Il a besoin des ministres, il a besoin d'un premier ministre, il a besoin des gouverneurs, il a besoin des bourgmestres, il a besoin des, je ne sais pas moi, dans l'administration publique, les mandataires, ainsi de suite. Il donne des orientations. Ce sont des commandements qu'il donne. Et après,
avoir réussi, chacun à ce qui concerne les commandements, il y a l'étape qui suit l'étape du contrôle. On vous a donné telle recommandation, conformément à ce qui vous concerne. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons des institutions de contrôle ici. C'est ce qui pose problème. Il y a l'Assemblée nationale aujourd'hui qui devient comme étant une chambre morte. On a cru que, bon, il fallait faire partir ceux qui parlent, faire partir Ntingui, les ravir ces sièges d'une manière brutale, les traiter de tous les mots. Il a été invalidé injustement, il a connu un coup institutionnel. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale, il n'y a pas de députés qui peuvent parler aujourd'hui. Il n'y a pas de contrôle parlementaire. Mais ce sont ces députés-là que Tshisekedi a achetés. Il y avait hier... Non, il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas dire que Tshisekedi a acheté. Tshisekedi n'a pas interdit à un député d'initier les contrôles parlementaires. Non. Ce n'est pas Tshisekedi qui a interdit. Mais ce sont des députés-là qui n'ont pas été élus. Ils ont été peut-être... Ils ont acheté des sièges. Ils ont été peut-être nommés par... ce n'est pas Tshisekedi... C'est les sommes, là. C'est la RDC maintenant qui paye les sommes. Ce n'est pas Tshisekedi qui était le président de la CENI. Ok? Donc, personne ne peut nous prouver ici, nous dire que notre Tshisekedi avait envoyé une liste de députés, nommez-moi X, Y. Non. Ce sont des combines qui se sont faits peut-être au niveau de la CENI, entre guillemets. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne fait pas bien son travail. Il y avait l'IGF qui avait pris, n'est-ce pas, la relève sur le contrôle, avec des dénonciations, des rapports, des détournements, des corruptions, et ainsi de suite. Aujourd'hui, depuis que Gilles Alinguet est parti, c'est comme si l'IGF n'existe plus. Et qui a changé à la tête de l'IGF? N'est-ce pas le président de la République? Alinguet est parti en retraite. Le président de la République l'a fait partir en retraite. C'était pas une mais celui qui est venu, on ne l'a pas interdit de continuer avec les actions initiées par Gilles Alinguet. Non. Il y a la Cour des comptes. Bref, quand il n'y a pas de contrôle, tout ce que nous allons faire, on ne saura pas qu'est-ce qui est en train d'être fait, qui a détourné, qui a volé, tout ça. Quand il y a contrôle, on va dénoncer. Et le troisième, c'est la correction, donc c'est-à-dire la justice. La justice qui se saisit de tous les rapports qui seront soumis soit par l'Assemblée nationale, soit par le Sénat, soit par l'IGF, soit par la Cour des comptes. Et c'est la justice qui fait maintenant son travail. Celui qui a volé, celui qui est coupable, doit être condamné. Il n'y aura pas de complaisance dans la justice? Non. Lorsqu'on parle de la vraie justice, c'est une justice équitable. Ce n'est pas une justice des forts contre les faibles, non. Mais le président était venu avec sa logique ou encore son slogan, le peuple d'abord, l'état de droit. Mais on n'a pas vu sur le terrain l'effectivité de ce qu'il avait dit dans... Vous savez, lors de sa il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Le président de la République est une institution. Ouais. Qui marche de pair avec le pouvoir exécutif. Au-delà du pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif. Il y a les parlements. Donc, l'Assemblée nationale et le Sénat. Enfin, il y a le pouvoir judiciaire. C'est une pouvoir indépendante. Nous ne pouvons pas voir un pouvoir judiciaire à la solde des acteurs politiques. Non. C'est ce qu'on doit combattre. C'est ce qu'on doit combattre. Le président de la République n'a cessé à décrier cela, que notre justice était malade, certainement. Ce n'est pas tous les magistrats, ce n'est pas tous les avocats qui sont médiocres. Il y a certains qui sont plongés dans ce que l'ancien ministre de la Justice disait, les 3 V, veste, voiture et villa. Donc, celui qui est le mieux offrant, c'est celui qu'on donne raison. Ouais. Donc, on doit quitter cette justice-là. Et je pense que les efforts sont en train d'être faits au niveau du Conseil supérieur de la magistrature pour régler les choses comme il se doit. Nous espérons que si nous avons une bonne justice, on va aller sur la deuxième étape de notre méthodologie qui est les réformes relatives à l'éducation nationale. Okay. Certainement, le président de la République a lancé un go aujourd'hui avec la construction des universités, la construction des écoles, même dans les fins fonds, à travers le programme PDL 145 territoires,
avoir une éducation qui réponde aux exigences de la nation, de notre environnement. On a besoin de rendre notre pays un État agricole. Est-ce qu'on a des agriculteurs? On a besoin de diversifier notre économie, avoir l'élevage, avoir produit sur place le poisson, tout ça. Est-ce qu'on a formé ces gens-là? C'est sur le plan de l'éducation. Et troisièmement, l'investissement. Quand je parle de cet investissement, c'est l'investissement dans l'homme. Dans l'homme, ok. Vous vous souviendrez, Joseph Kabila dit que je n'ai pas réussi à transformer l'homme. Donc c'est-à-dire, lorsque le mental des Congolais ne change pas à tous les niveaux, on va se retrouver dans un cycle infernal. Donc on tourne, corrompt. Tout Congolais doit savoir que ce qui appartient à l'État appartient à l'État. Ok. Tous les Congolais doivent savoir que lorsqu'il pleut, je ne peux pas jeter les immondices dans les caniveaux parce que ça va créer des inondations. Et à la fin, ça va nous amener à ce qu'on appelait le développement. Ici, je vous épargne avec les théories économiques. Je préfère définir le développement comme étant l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Donc, tout doit commencer de quelque part pour atteindre l'idéal. Ok, merci beaucoup. Nous tendons vers la fin. Il y a une dernière question. Le président burundais, Ami et Ali de Tshisekedi, est le nouveau président de l'Union africaine. Pensez-vous qu'il va influencer le processus de paix à l'Est de la RDC? Bon, c'est la dernière question. Absolument. Donc, l'Union africaine, je n'ai jamais été d'accord avec cette cartel que j'utilise comme étant un musique des chefs d'État qui veulent s'éterniser au pouvoir. Mais certainement, le Burundi, c'est un pays ami. Je pense qu'il pourra faire ce qu'il peut faire parce que Joao Lourenço, il y a président d'Achimire, et comment on l'appelle, l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, il y a aussi Faure Gnassingbé, qui ont été mandatés par l'Union africaine pour piloter, n'est-ce pas, les assises qu'on appelle le dialogue intercongolais. Certainement, il y a la CENCO qui exige que cette charge lui revienne. Je pense que l'Union africaine, Faure Gnassingbé influencé, il peut le faire. Okay. Il peut le faire, mais il n'a pas le pouvoir de dicter, n'est-ce pas, à un État, que, bon, voilà, tout quitter, faisait ceci, non. Mais il peut influencer sur le plan international, dans les conférences des nations, dans les conférences internationales plutôt, il peut influencer. Nous espérons, nous savons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, était président de l'Union africaine, parce que c'est une présidence tournante, okay, pendant qu'il y avait la guerre à l'Est. Hier, c'était l'Angola, aujourd'hui, c'est Ndachimire. Donc, c'est pour vous dire que la politique étrangère a ses caprices, mais je pense que Ndachimire peut apporter un plus. Ok, merci. Nous sommes à la fin de cette tranche de l'émission. Chers amis téléspectateurs, merci pour votre attention soutenue. Nous vous portons rendez-vous au courant de la semaine toujours. Restez branchés à tous les programmes de Télé 7, la télé républicaine. Nous avons reçu pour vous M. Steve Kabasele, qui est acteur politique et puis membre de la parti politique de Tignes pour Loulou. Chargé de communication également de la Ligue des Jeunes. M. Steve Kabasele, avez-vous un mot final? Un mot de la fin, on est en vie, on ne mourra pas comme Willy Ngoma. Donc s'il faut dire un mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui, je suis très très flatté de se retrouver sur ces plateaux de Télé 7. Et je pense que ça ne sera pas une dernière. À chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous n'allons pas hésiter de répondre à votre invitation pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale. En tout cas, Télé 7 vous remercie également, surtout moi, d'avoir répondu à notre invitation. Chers amis téléspectateurs, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.